Mai 1945. L'Europe célèbre. La guerre est finie. Pas pour tout le monde. En Norvège, ils sont la preuve vivante du régime déchu. Des restes biologiques. Les enfants nés de soldats allemands sont surnommés les Tiskerbarn, les enfants allemands. Leur nouvelle identité est celle de parias. L'État norvégien les interne, dans des foyers, dans des asiles psychiatriques. L'air est stérile, imprégné d'une odeur de chlore. Le gouvernement les classifie officiellement, génétiquement prédisposés à un comportement déviant. Ce stigmate médical restera en vigueur jusqu'aux années 2000. Le monde fêtait la victoire. Pendant ce temps, des milliers d'enfants étaient reclassés. Ils n'étaient plus l'élite future du Reich. Ils devenaient des patients psychiatriques. Le problème dépassait la Norvège. Partout en Europe, la Croix-Rouge organisait les recherches. Pourquoi la Croix-Rouge ne pouvait-elle pas rendre ces milliers d'enfants à leurs familles ? Leurs données biologiques originelles avaient été effacées par l'appareil SS. Un employé de la Croix-Rouge ouvre un dossier. Il regarde l'enfant, puis la fiche cartonnée. Un nouveau nom allemand, une nouvelle date de naissance, une fiction bureaucratique parfaite. Il compare les marqueurs physiques, cherche une ressemblance, une cicatrice, un signe. Rien ne correspond. L'employé referme le dossier. L'affaire est classée. La capitulation de 1945 n'arrête pas le tri. Ni le tri médical, ni le tri social. Pour ces enfants, la guerre pour l'identité ne fait que commencer. Des décennies de recherche n'ont abouti à aucune correspondance des données biologiques. 1947, Nuremberg. Sur les tables des enquêteurs alliés, des piles de documents, 80 000 pages. Des rapports administratifs secs sur des adoptions légales. Pas d'épreuves d'enlèvement. Pour trouver les responsables, les Alliés ouvrent le procès Rucha. L'objectif, le bureau principal pour la race et le peuplement de la SS. L'organe qui a théorisé et organisé la sélection. La machine qui a effacé les identités. Mais la machine a laissé des documents parfaits. Chaque enfant volé a une nouvelle identité, un nouveau nom de famille, un certificat de naissance falsifié, mais légalement valide. Sur le papier, il n'y a pas eu d'enlèvement, juste une adoption. Le tribunal fait face à une fiction juridique, une forteresse administrative conçue pour être impénétrable. Les procureurs ont les victimes. Mais ils n'ont pas les preuves du crime initial. Le lien a été rompu. Le tribunal examine les 80 000 pages, mais la chaîne de preuves est brisée. Les archives originales ont été brûlées. Face à des dossiers d'adoption en règle, le tribunal est bloqué. Plusieurs fonctionnaires du programme sont acquittés, faute de documents liant leur nom à des actes précis. Le vide documentaire qui paralyse le tribunal en 1947 n'est pas un accident. C'est le résultat d'un protocole. Une purge déclenchée 3 ans plus tôt, loin des salles d'audience. Juin 1944. Les Alliés débarquent en Normandie. L'appareil SS active le protocole de liquidation des données. L'ordre est clair, effacer les traces. Dans les arrière-cours des foyers Lebensborn, des barils métalliques brûlent. Le crépitement des dossiers d'adoption dans les flammes. Des vies humaines réduites en cendres. Que brûlaient en masse les administrateurs des foyers avant la capitulation? Les fiches d'évaluation biologique, les dossiers de germanisation, la logistique des enlèvements. La destruction n'est pas de la panique, c'est un nettoyage à froid. Pendant que l'armée rouge avance à l'est, les forces américaines et britanniques franchissent le Rhin. Chaque kilomètre perdu par la Wehrmacht accélère la destruction des archives. Une base de données humaines, effacée méthodiquement. L'Allemagne signe sa capitulation sans condition, le 7 mai 1945. Les flammes de 1945 n'ont pas seulement détruit des archives. Elles ont masqué la logistique d'un convoyeur industriel, le transport de milliers d'enfants. Le hub central, Litzmannstadt. Entre 1943 et 1944, la machine s'accélère. Des unités spéciales SS et de l'Office pour la race et le peuplement opèrent en Pologne occupée. Ils inspectent les orphelinats, les écoles, les maisons. Les enfants sont alignés, examinés. Des raids ciblent les villages. Les parents qui s'opposent sont arrêtés sur le champ. Destination, Auschwitz. À Litzmannstadt, aujourd'hui Lodz, se trouve le centre d'évaluation. Un médecin SS fait face à un enfant. Il sort un compas de mesure. Clic métallique et froid contre le visage. Le médecin mesure la distance entre les yeux, la forme de la mâchoire.
une évaluation stricte selon 62 paramètres physiques. Puis, un tampon sur une fiche. Verdict. Des soldats arrachent l'enfant au cri de sa mère et le chargent dans un transport. Ceux qui passent le test sont marqués pour la germanisation, transportés en Allemagne, envoyés dans les foyers Lebensborn. On leur annonce que leurs parents biologiques sont morts. Les autres, les inaptes, sont envoyés au travail forcé ou simplement renvoyés. Rien que pour la Pologne, les estimations varient, de 50 000 à plus de 200 000 enfants, aspirés par ce filtre biologique. Une fois intégrés, une règle absolue, interdiction de parler leur langue natale. Chaque mot en polonais ou en russe était puni par des châtiments physiques. Février 1943, Stalingrad. La 6e armée allemande est anéantie, une défaite totale. Près de 300 000 hommes perdus, tués, capturés, disparus. Comment compenser la perte démographique de centaines de milliers de soldats en un seul mois? Pour Heinrich Himmler, la réponse est une équation froide. Il décide de prélever le matériel biologique sur les territoires occupés. La défaite militaire ne ralentit pas la machine raciale, elle l'accélère. Chaque soldat mort au front crée un vide, un déficit que le Reich doit combler. Les enfants de l'Est ne sont plus une simple cible idéologique, ils deviennent une ressource, un futur réservoir de mobilisation. Heinrich Himmler impose l'accélération des programmes de sélection raciale et de prélèvement. Cette accélération reposait sur une infrastructure déjà en place. Un réseau conçu bien avant les défaites militaires de l'Allemagne nazie. Un programme de contrôle des naissances. L'idée de départ, un enfant planifié, un seul. Conçu non par amour, mais par décret. Son berceau, une maternité secrète. L'architecture était celle d'un incubateur biologique. Des murs blancs, stériles. Un silence clinique. Dehors, le son brutal des familles séparées. Avant la panique de 1943, le but n'était pas le vol, c'était l'incubation. Le programme s'appelait Lebensborn, fontaine de vie. L'État ne se contentait plus de gérer ses citoyens, il décidait de leur conception. Il monopolisait la reproduction. Il contrôlait l'acte de naître. Le contrôle de la naissance n'était qu'une étape. Pour s'arroger le droit de tuer, l'État avait besoin d'un précédent. Il fut créé en 1939, à une seule adresse, Tiergartenstrasse 4, Berlin. Le projet portait un nom de code, Programme T4. Sa mécanique était simple, des chambres à gaz masquées en douche. Sa cible, les handicapés, jugés vie indigne d'être vécue. La logique était celle d'une usine, triage, élimination. Le personnel médical qui a conçu ces installations appliquera plus tard la même efficacité bureaucratique au processus de sélection du Lebensborn. La sélection des naissances et l'extermination des invalides étaient deux facettes d'un même contrôle biologique. Le droit de créer la vie et le pouvoir de la détruire. Entre 1939 et 1941, l'opération a été une réussite administrative. Un protocole froid, 2 ans, 70 000 morts. 1942. Derrière les murs de 10 cliniques fermées en Allemagne, le destin d'un nouveau-né n'est pas entre les mains de Dieu, mais entre celles d'un médecin SS et de son compas de mesure. Que se passait-il si le crâne d'un nourrisson ne correspondait pas à la norme? La bureaucratie le reclassait, perte irrécupérable. Le nourrisson est examiné presque immédiatement après la naissance. Un médecin mesure les proportions du crâne avec un compas. Une infirmière consigne les données anthropométriques dans un registre. Le verdict tombe, apte ou inapte. Pourtant, la clinique offre un confort relatif. Les salles d'accouchement sont stériles. Une odeur de chlore et d'encre fraîche des registres. Nourriture, soins médicaux, un abri contre la guerre. Mais tout est consigné. Les dossiers médicaux portent parfois la mention « secret », une garantie pour protéger l'identité des pères, surtout s'ils sont des officiers SS haut gradés. Le système est une chaîne de sélection. Les enfants conformes sont adoptés, souvent par des familles SS. Les autres sont transférés, envoyés dans des orphelinats ordinaires. Là, les rations sont délibérément réduites. Le taux de mortalité chez ces enfants atteignait 80 à 90%. Mais tuer ne suffisait pas. Il fallait aussi acquérir. En 1939, en Pologne, le programme bascule. On promet aux parents une scolarité, une chance pour leurs enfants. La destination réelle, des camps de filtration raciale. Des équipes du Bureau principal pour la race et le peuplement, la RUSHA, investissent les orphelinats.
Elle force les portes des maisons. Pas d'avertissement. Les enfants sont pris. Ils cherchent des traits physiques considérés comme ariens. Une forme de visage, une structure osseuse. Le sang est jugé valable. Chaque enfant sélectionné est évalué selon une grille stricte. 62 caractéristiques anthropométriques. La conformité décide de l'enlèvement. Commence alors la bureaucratie de l'effacement. Un fonctionnaire saisit le certificat de naissance polonais. D'un trait de plume, il raye l'ancien nom de famille. Puis, il inscrit la nouvelle identité, allemande. Le son mat des tampons en métal de la Ruscha frappe le document falsifié. Le passé est annulé. On leur donnait de nouveaux noms allemands. On leur apprenait une nouvelle langue. On les plaçait ensuite dans des familles d'accueil allemandes ou dans les foyers du Lebensborn. Le mécanisme d'appropriation biologique, testé en Pologne, s'éteint. En 1940, le programme change d'échelle. La cible, la Norvège. Pourquoi la Norvège est-elle devenue le principal terrain d'expérimentation du Lebensborn hors du Reich? La réponse résidait dans le profil anthropométrique des femmes locales. Cheveux blonds, yeux bleus. La pure lignée nordique que Himmler cherchait à préserver. Après l'invasion d'avril 1940, des liens se nouent. Soldats allemands et femmes norvégiennes. Le régime encourageait ces unions, mais seulement si les femmes répondaient aux stricts standards raciaux. Entre 1941 et 1945, le résultat est chiffré. Rien qu'en Norvège, entre 8 000 et 12 000 enfants naissent dans les foyers du programme. Le projet était continental. Au total, en Europe, le programme a produit entre 20 000 et 30 000 enfants. Pour les près de 12 000 nés en Norvège, la fin de la guerre apporte une nouvelle classification. Leur propre gouvernement les désigne officiellement « enfants de l'ennemi ». Une stigmatisation systématique commence. 9 foyers Lebensborn opéraient sur le territoire occupé. Mais cette expansion à l'échelle d'un continent nécessitait un cadre légal, un pouvoir absolu. Ce pouvoir naît avec la guerre. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Soudain, des millions de non-allemands tombent sous le contrôle du Reich. La politique raciale change de dimension. Pour Heinrich Himmler, la guerre n'est pas une simple conquête de territoire, c'est une opportunité. La chance de redessiner la carte démographique de l'Europe. Octobre 1939. Le bruissement sec du papier épais d'une nouvelle directive. Himmler est nommé commissaire du Reich pour la consolidation de la nation germanique. Ce titre n'est pas honorifique, c'est un instrument de pouvoir. Le programme Lebensborn, jusqu'alors une initiative SS, devient une pièce maîtresse dans un plan bien plus vaste. Himmler obtient l'autorité directe sur les politiques de réinstallation, de déportation et de germanisation dans tous les territoires occupés. Ce pouvoir total exigeait une méthode, un protocole de secret absolu. Himmler l'expérimente bien avant la guerre. En 1936, en Bavière, le premier foyer Lebensborn ouvre à Steinhöring, près de Munich. Son nom, Heim-Hochland. De l'extérieur, l'endroit semble paisible, une clinique de campagne. La nuit, le crissement du gravier sous les roues des voitures noires brise le silence. Elles amènent des femmes enceintes, en secret. Une femme arrive. Elle remplit un formulaire anonyme, s'enregistre sous un faux nom. Comment dissimuler une usine à produire une élite raciale? Il faut la présenter comme un sanatorium de bienfaisance. À l'intérieur, la gestion est stricte, méticuleuse. Heim-Hochland est un prototype standardisé. Capacité, 50 mères, 109 enfants. Un contrôle parfait. Le modèle se propage. D'autres foyers suivent, comme à Klosterheide, près de Berlin. Ces maternités tranquilles deviendront bientôt des plaques tournantes, pour les enfants volés à travers toute l'Europe. Le but officiel, effacer la honte sociale des mères célibataires. Le but réel, augmenter discrètement le nombre d'enfants racialement conformes. Le secret est total. La plupart des Allemands ignorent la vérité sur le Lebensborn. Pour certains, c'est une simple aide aux mères. Pour d'autres, des rumeurs inquiétantes commencent à circuler. Des murmures sur les fermes d'élevage de la SS. La candidate était un spécimen, un objet d'étude. Des médecins SS mesuraient chaque détail physique, la couleur des yeux, des cheveux, la forme du crâne, la structure du visage. Chaque trait était comparé froidement aux standards nordiques, un tri racial, méthodique, brutal.
Ce protocole de tri est officialisé le 12 décembre 1935. Heinrich Himmler enregistre l'organisation Lebensborn, source de vie. Sur le papier, une association caritative, une branche de la SS. Le foyer Heim Auckland n'ouvrira ses portes qu'après cette date. Mais l'examen physique n'était qu'une étape. La femme devait fournir des certificats médicaux, prouver l'absence de maladies héréditaires, sur 3 générations. Si le corps et le dossier correspondaient aux critères, la validation était accordée. Pour un officier SS, le mariage exigeait une preuve, une généalogie pure, jusqu'en 1750. Cette obsession bureaucratique n'était pas une simple formalité. Elle émanait de la paranoïa d'un seul homme et précédait le projet Lebensborn d'1 an. Son nom, Heinrich Himmler. Dès 1934, Himmler transforme la SS. Ce n'est plus une simple force de sécurité, c'est l'embryon d'une nouvelle aristocratie, un ordre de chevalerie moderne, non pas fondé sur les titres, mais sur le sang. L'Office pour la race et le peuplement, le RUCHA, devient son instrument. Ses analystes sont dépêchés dans les archives. Ils extraient de vieux registres paroissiaux, des livres couverts de poussière. L'odeur de papier vieilli et d'encre séchée emplit les salles. Ils cherchent des actes de baptême, des preuves de filiation datant du XVIIIe siècle. Prouver sa lignée jusqu'en 1750 exigeait de documenter 64 ancêtres directs. Chaque nom est vérifié, chaque lien est scruté. Un tampon à poser sur un dossier pouvait autoriser un mariage, ou le briser. Le destin d'un couple se décidait sur des registres vieux de 200 ans. L'État n'est plus seulement un arbitre. Il devient le législateur de la chambre à coucher. La propagande officielle martèle un idéal. Kinder, Küche, Kirche. Enfant, cuisine, église. La réalité est une loi. Septembre 1935. Les lois de Nuremberg. Les relations entre juifs et ariens deviennent un délit pénal. L'amour est criminalisé. La reproduction officiellement régulée par la race. Mais pour le sang jugé précieux, la politique est inverse. Le régime crée la croix d'honneur de la mère allemande. La cérémonie est un protocole. On mesure les enfants, on vérifie les documents. Le bruit métallique de la croix sur une robe civile. Son design copie la croix de fer militaire. Mettre au monde des enfants est un service sur le front. La remise a lieu le 12 août, l'anniversaire de la mère d'Hitler. 4 enfants pour le bronze, 6 pour l'argent. Pour obtenir la croix d'or, la plus haute récompense, il fallait 8 enfants. Mais pour que les lois de Nuremberg fonctionnent, il fallait un instrument, un scalpel juridique, pour exciser le défaut génétique de la nation. Le 14 juillet 1933, la loi sur la prévention d'une descendance atteinte de maladies héréditaires est promulguée. Elle légalise la stérilisation forcée. Qui décidait du sort de ces personnes? Des juges et des médecins, réunis dans des tribunaux de santé héréditaires spéciaux. Un dossier médical sur la table, celui d'un adolescent. Le diagnostic, schizophrénie, surdité, épilepsie. Ou simplement faiblesse d'esprit. Un terme vague pour une procédure définitive. La procédure était rapide, le verdict souvent sans appel. Le son sec du tampon encreur, s'abattant sur le dossier. Le résultat, 400 000 stérilisations forcées entre 1933 et 1939. 400 000. L'équivalent de la population future d'une ville comme Zurich, effacée avant même d'exister. Beaucoup étaient jeunes, des adolescents. Les interventions chirurgicales étaient bâclées, provoquant des infections graves. Des milliers de patients ne survivaient pas à l'opération. Ces tribunaux médicaux ne fonctionnaient pas dans un vide juridique. Leur autorité découlait d'un calcul politique précis. Un pari des élites conservatrices. Au début des années 30, le système politique s'effondre. La violence de rue est constante. Les organisations paramilitaires s'affrontent. Dans ce chaos, des structures comme les jeunesses hitlériennes connaissent une croissance explosive. Le tournant a lieu en 1932. Lors des élections de juillet, le parti nazi devient la première force du Reichstag. 230 sièges. Ce n'est pas une majorité absolue. Le contrôle total de l'appareil d'État reste impossible. La dictature n'advient que parce que l'ancienne élite cède volontairement les leviers du pouvoir. Ils pensent pouvoir contrôler Hitler, l'utiliser comme un outil. Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. L'idéologie qui a rendu ce pouvoir possible n'est pas née dans un bureau politique. Elle a été écrite 9 ans plus tôt, dans une cellule de prison.
1923. Le putsch de la brasserie à Munich. Un échec. Hitler est arrêté. En 1924, il est emprisonné à Landsberg. Dans la cellule humide, le bruit d'une plume qui gratte le papier. Il rédige un manifeste, un texte qui deviendra une doctrine. Le livre s'appelle Mein Kampf. Il est publié entre 1925 et 1926, 2 tomes distincts, 2 volumes pour une seule idée, la lutte des races. L'hygiène raciale devient un programme. La reproduction n'est plus une affaire privée, mais un devoir envers la nation. L'État doit décider qui a le droit de naître. Le mythe est simple. Une race nordique forte, ancienne, des géants blonds aux yeux bleus, une pureté prétendument diluée. Cette fiction devient un dogme, répété dans les discours, imprimé dans les journaux, mémorisé par les jeunesses hitlériennes. Pourtant, la génétique moderne de l'époque réfute déjà ces thèses. Derrière ces affirmations, il n'y avait aucune base scientifique. L'idéologie de Mein Kampf n'est pas une invention. Ses concepts les plus radicaux sont importés, empruntés à des programmes étrangers respectables. D'où vient ce concept de pureté du sang? Des programmes eugénistes américains et européens du début du siècle. Fin du 19e, début du 20e siècle, une idée gagne du terrain. L'eugénisme, la conviction que la société peut être améliorée, purifiée, en contrôlant qui a le droit d'avoir des enfants. Cette idée trouve un écho puissant en Allemagne, au sein du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Pour Hitler, la défaite n'est pas seulement militaire, c'est une décadence raciale, une corrosion interne. Il admire le modèle américain. En 1927, la Cour suprême des États-Unis valide officiellement la stérilisation forcée. La décision devient une référence. La différence nazie, l'échelle et la centralité. L'eugénisme n'est plus une théorie, c'est le cœur du projet politique. Avant même l'arrivée des nazis au pouvoir, plusieurs États américains appliquaient déjà des lois de stérilisation forcée. Mais ces théories importées seraient restées des concepts, du papier. Car en Allemagne, le sol était déjà saturé, prêt pour l'effondrement. 1932, 6 millions de chômeurs, les usines fermaient, les familles luttaient pour manger. La colère était partout, le terrain était préparé. Retour en arrière, novembre 1918. L'Empire s'est effondré, c'est la défaite. Une nouvelle république, celle de Weimar, prend le pouvoir. Faible, instable. Puis, juin 1919, le traité de Versailles. L'Allemagne est jugée seule coupable, son armée limitée, ses terres amputées. L'humiliation est un document officiel. Ensuite, le désastre économique. 1923, hyperinflation. L'épargne d'une vie est détruite. On transporte la monnaie dans des brouettes en bois. Le poids physique des liasses de billets, juste pour acheter un pas. Des familles de la classe moyenne, qui avaient travaillé toute leur vie, ont tout perdu, en quelques mois. Le système est trahi, les politiciens sont trahis. La confiance est brisée. Le travail d'une vie entière s'est évaporé. La classe moyenne a cessé de faire confiance et a commencé à haïr.